L'âge sombre. Pourquoi ce sinistre nom a-t-il été donné au Haut Moyen-Âge ? L'Empire romain d'Occident, porteur de la civilisation, est tombé, et la Renaissance n'arrivera que 1000 ans plus tard. Les barbares ont pris possession de l'Europe et un rideau noir se ferme sur le continent. Mais cet âge est-il aussi désespérant que ce qualificatif laisse penser ? Et si l'Empire romain d'Occident n'avait pas du tout disparu ? Et si ce soi-disant effondrement avait donné les fondations d'une civilisation nouvelle et dynamique à la portée intellectuelle illimitée ? Que se passe-t-il si nous soulevons ce rideau ? Notre histoire de France va maintenant nous mener en plein dans le Haut Moyen-Âge. Nous devons donc prendre le temps de mieux le connaître avant de continuer. La vision négative que nous avons de cette époque vient en grande partie du fait que la civilisation romaine a disparu du continent et que les soi-disant barbares ont pris sa place. Se limiter à ces deux préjugés ne peut que nous éloigner de la vérité. Il est vrai que l'Empire d'Occident n'a plus de gouvernement depuis 476 et la déposition de Romulus Augustus. Mais Théodoric, le roi qui prendra rapidement le pouvoir en Italie, cherchera à donner une continuité à la politique romaine, en prenant le titre de consul et d'Auguste, comme au bon vieux temps, en laissant les sénateurs gérer la ville de Rome à l'ancienne et en cherchant la reconnaissance de l'Empire d'Orient. Les peuples barbares qui ont comblé le vide politique du continent ne viennent pas d'arriver, mais se sont progressivement adaptés à la culture romaine pendant des siècles. Les populations sont maintenant plus ou moins assimilées, et la différence entre un barbare et un gallo-romain n'est plus trop visible. Le gouvernement centralisé a donc bien été terminé, mais il n'a pas disparu. Il s'est plutôt divisé en plusieurs centres de pouvoir, désormais sous la coupe des rois. Roi est d'ailleurs un mot qui vient du romain rex, qui désignait les chefs des populations germaniques. Et chacun essaie de récupérer la couronne impériale un peu comme il peut. Les titres de comte, duc et autres, qui sont d'ailleurs utilisés au Moyen-Âge, sont des dénominations romaines qui se sont transformées de titres administratifs en titres de noblesse. Et bien sûr, nous avons l'Empire romain d'Orient, qui est tout simplement l'Empire romain. Donc en fait, il n'a pas du tout disparu au 5e siècle. Constantinople essaiera même de reprendre Rome très bientôt. Y réussiront-ils ? Nous verrons cela dans nos prochains épisodes. En attendant, l'empereur Anastase est plutôt intelligent et a renfloué les caisses pour préparer les ambitions gargantuesques d'un de ses successeurs. Constantinople gardera une influence considérable sur l'Europe pendant la première partie de son histoire. Elle a gardé le flambeau qui sera bientôt repris par les monarques des nouveaux royaumes européens. Le retour de l'empereur n'est qu'une question de temps. Et Rome dans tout ça ? La ville avait depuis bien longtemps perdu son rôle central, les empereurs d'Occident lui préférant petit à petit les villes de Milan et Ravenne, sans parler des villes de l'Est, comme Constantinople ou Nicomédia avant la division de l'Empire. Rome est devenue plus un symbole qu'autre chose. Et certains empereurs n'y mettront même jamais les pieds. Ils la trouvent souvent sale et insupportable. C'est la ville en elle-même qui donnera l'image de décadence et non l'empire dans sa totalité. Le sac de Rome en 410 n'a donc pas l'importance qu'on pourra lui donner. Enfin, le lien le plus constant entre l'empire et les royaumes du Moyen-Âge est la permanence de la religion catholique. Grâce à elle, Rome retrouvera même de sa grandeur, se retrouvant au centre du pouvoir religieux. La sombre image donnée au Haut Moyen-Âge lui vient de la comparaison qu'on en fait avec les civilisations antiques et la Renaissance. Pourtant, le Moyen-Âge n'a rien de plus violent que ne l'ont été les anciens empires, et a apporté les fondations intellectuelles qui préparent la venue de la Renaissance. Que ce soit au travers des avancées architecturales, scientifiques et autres en Europe et au travers de la lumière apportée par la civilisation arabe qui illuminera cette partie du monde pendant des siècles.
C'est donc dans ce monde que notre histoire se poursuit. Un monde en transition, passé d'un pouvoir centralisé à une mosaïque de royaumes, où se mélangent de nombreux peuples. En 511, les Francs font partie des vainqueurs du premier round. Ils se sont imposés au cœur de l'Europe de l'Ouest. Et la mort de Clovis n'a rien enlevé à leur férocité. Ses fils vont se battre, et le nom de leur dynastie va résonner dans l'histoire et va faire trembler le continent. Nous poursuivons notre série en plongeant dans l'ascension fulgurante des Mérovingiens. Sans évidemment oublier les Bretons, qui sont toujours là et prêts pour la baston si on s'approche un peu trop. Cette nouvelle saison se penche sur le début de la dynastie mérovingienne. Et si vous n'avez pas vu la première saison et désirez en savoir plus sur le règne de Clovis, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Pour la suite de l'aventure, nous allons chevaucher aux côtés des enfants du premier roi de France, prêts à respecter la tradition en maintenant ouverte la vanne qui laisse couler la rivière de sang. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater sur l'histoire de France.